Bonjour tous, chers web auditrices, web auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire sur FCC Europe TV, l'heure de vérité. Alors, comme vous le savez, l'actualité brûlante au Cameroun, ce sont les présidentielles d'octobre 2025. Alors, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Moïse Tim Chuen. Bienvenue, professeur, sur ce plateau. Oui, merci beaucoup, Anne-Valérie. Bonsoir à vous, bonsoir à mon ami, mon camarade de classe, mon frère, Maître Amédée Touko. C'est un plaisir de le retrouver sur ce plateau et j'espère que nos échanges vont permettre à notre société, n'est-ce pas, de s'en tirer avec quelque chose de plus. Bonne soirée à tous les millions de web auditeurs de FCC Europe TV. Merci. Voilà, merci professeur. Vous avez déjà donc annoncé votre co-panéliste de cet après-midi, c'est Maître Amédée Touko. Bienvenue sur ce plateau, Maître Amédée. Merci Anne-Valérie, bonsoir à tous. Bonsoir Moïse, heureux de te retrouver également dans cette aventure à la fois intellectuelle et militante. J'espère qu'on va apporter quelque chose à ceux qui nous regardent ce soir, qu'on va les entretenir sur les enjeux futurs de ce qui se dénoue au Cameroun aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai annoncé au préalable, les présidentielles 2025, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la thématique générale que nous allons aborder cet après-midi, c'est celle de savoir le régime choisit-il ses adversaires, rejet arbitraire de la candidature du professeur Maurice Kamto, le peuple qui s'organise. Alors, le professeur Maurice Kamto, porteur d'un immense espoir citoyen, a vu sa candidature recalée par Elecam. Motif, pluralité d'investiture au sein du Malinet. Pourtant, dans d'autres partis comme le RDPC, le parti au pouvoir, ou le parti Univers, des cas similaires n'ont pas empêché la validation d'une candidature. Deux poids, deux mesures. Ce soir, nous allons donc avec vous, chers panélistes, décrypter cette décision, l'analyser sous l'angle du droit, surtout pour mobiliser les consciences. Avant toute chose, professeur Tim Chuen, pouvez-vous nous expliquer la différence entre pluralité d'investiture et pluralité de candidature? Professeur? Bien. Alors, il y a une différence nette entre la pluralité d'investiture et la pluralité de candidature. Alors, lorsqu'on parle de la pluralité de candidature, en fait, on n'a pas égard à l'origine des candidats. Ça veut dire que pour une élection présidentielle, dès lors qu'il y a deux candidats, même s'ils émanent de deux partis politiques différents, on va déjà parler de pluralité de candidature. Ça veut dire que la fonction présidentielle est sollicitée par plus d'une personne. Alors, donc, dès lors qu'on offre le choix au Camerounais entre deux personnes pour l'élection présidentielle, on est en présence d'une pluralité de candidatures. Maintenant, parlant de la pluralité d'investiture, alors, il s'agit spécialement d'une hypothèse où, étant donné que parmi les modalités de présentation de la candidature, il y a celle de l'investiture par les partis politiques. Alors, la pluralité d'investiture va déjà concerner exclusivement les cas des candidats présentés par les partis politiques. Parce que, étant donné qu'il y a les candidatures indépendantes, les candidats indépendants sont, comme l'épithète le dit, indépendants. Ça veut dire qu'ils viennent de divers horizons et ils n'ont normalement rien en commun. Mais lorsque vous êtes investi par un parti, alors ce parti-là, il peut se trouver que ce parti, n'est-ce pas, est présenté plus d'un candidat à la fois. Or, le principe est que aucun parti ne devrait présenter plus d'un candidat. Lorsque cela se produit, on est en présence d'une pluralité d'investiture. Mais il faut préciser que, techniquement parlant, il ne suffit pas qu'un individu se prévale d'émaner d'un parti
Mais pour que cela équivale juridiquement à une investiture par le parti. Parce que j'ai fait une capsule sur ma page que les auditeurs reconnaissent bien, le droit au 237, dans laquelle je précise bien que il peut se trouver qu'un individu usurpe la qualité de militant d'un parti et se présente comme l'un de ses candidats sans en avoir ni la qualité ni la légitimité. À ce moment-là, vous comprenez que ce serait absurde, ce serait une aberration d'attribuer une telle investiture au parti, alors qu'on sait, par exemple, au regard des statuts qui sont généralement communiqués à l'administration, quel est l'officiel du parti, n'est-ce pas, investi du droit, ou bien porteur du droit d'investir un candidat. Donc, si on veut rester au plan technique, la pluralité d'investiture suppose exactement que l'officiel du parti, l'officiel que le parti désigne comme le représentant officiel du parti, attribue, c'est-à-dire que signe des actes d'investiture à plus d'un candidat. C'est ça véritablement la multiplicité d'investiture. Parce que dans les autres hypothèses, par exemple, je vais prendre un exemple. Dans l'hypothèse, par exemple, où les statuts du parti donneraient la représentation au président, par exemple. Alors, si un individu venait se présenter au nom du parti avec une investiture signée du secrétaire général, ce serait une aberration de dire que le parti a investi parce que le secrétaire général, au regard des statuts, n'a pas qualité pour représenter le parti et donc l'engager dans le cadre d'une élection présidentielle. Une telle investiture ne devrait aucunement engager le parti parce que cela n'équivaut ni plus ni moins qu'à un faux. C'est un faux parce que le signataire, au regard des statuts du parti, n'est pas celui que le parti a mandaté pour porter sa signature, pour le représenter dans la vie civile. Donc, la seule investiture qui devrait compter et qu'on devrait donc pouvoir opposer au parti, c'est celle qui est signée par l'organe habilité, n'est-ce pas, au regard des statuts, au regard des textes fondamentaux du dit parti. Donc, pour me résumer, la pluralité de candidatures, elle est évidente dès lors qu'il y a au moins deux candidats, tandis que la pluralité d'investiture, en réalité, ne devrait équivaloir qu'à l'hypothèse où l'officiel du parti, tel que désigné par les statuts, a émis deux lettres d'investiture, n'est-ce pas, alors qu'au regard des textes, un parti ne devrait en investir qu'un seul. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Si besoin, je pourrais revenir avec d'autres précisions. Merci. D'accord. Merci pour cet éclaircissement, professeur. Alors, Maître Amédée, en droit, que vaut le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto? Pourquoi le cas du Manidem est-il instrumentalisé alors que d'autres partis comme le RDPC, Univers, ont présenté donc plusieurs candidats, dont une a été rejetée sans toutefois être vraiment inquiétée? Merci pour cette question. Il faut situer cette question-là dans un contexte politique. Dans le contexte politique d'un pays complètement massacré par une gouvernance stupide, par une gouvernance criminelle, devrais-je dire, un pays qui se trouve aujourd'hui en état de guerre civile dans sa partie anglophone. C'est dans ce contexte qu'on voit, qu'on vit, n'est-ce pas, la tentative d'exclusion de la personnalité politique qui, ces 7 années durant, a préempté par son talent politique toute la vie politique camerounaise. Donc, les récents événements autour de sa candidature qui se sont soldés, comme on le sait, par le rejet de cette candidature, traduit donc de manière dramatique la réalité du Cameroun aujourd'hui. Maurice Kamto habite littéralement toutes les cellules du corps des dirigeants de ce pays-là. On pourrait même dire toutes les cellules du corps d'un certain nombre de personnes dans l'opposition, parce que l'attitude de certains opposants nous a fait penser, j'espère me tromper, qu'il y avait comme une forme de complaisance par rapport à ce qui apparaissait comme une réelle injustice, laquelle devrait pouvoir déclencher dans le corps politique camerounais une levée de bouclier, n'est-ce pas, totale. Mais on n'a pas vu cette levée de bouclier-là.
Parce qu'il faut dire que ce qui s'est passé, il y a eu une phase préparatoire où la quasi-totalité, n'est-ce pas, du corps politique du pouvoir annonçait par diverses méthodes ce qui devrait se passer. Il y avait comme une conspiration qui se vivait, qui était relayée par des médias, qui était relayée par des ministres, notamment 3 ministres, le ministre délégué en charge de la justice, le ministre de l'administration territoriale et le ministre du Travail. C'était des principaux artisans, n'est-ce pas, politiques de cette instrumentalisation de ce qu'on a vu se déployer aujourd'hui. Le résultat, c'est que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Et qu'est-ce que je dis pas, le Conseil électoral. Il faut dire que jamais dans notre histoire d'après-indépendance, un homme politique n'a autant dominé la scène politique camerounaise. Même du temps du SDF de John Frundi, dans lequel j'ai milité pendant de nombreuses années, je n'ai pas... mes souvenirs m'indiquent que ce que Maurice Kamto fait aujourd'hui sur le plan de son aura, sur le plan de sa popularité, sur le plan de sa capacité de travail, dans un contexte hautement plus difficile, va bien au-delà, n'est-ce pas, de ce que John Frundi avait pu faire. Et ça, c'est quelque chose d'inédit que nous devons, n'est-ce pas, en tant qu'acteurs historiques de cette longue lutte, qu'on doit pouvoir souligner. Donc, comment dans ces conditions on peut imaginer l'avenir du Cameroun sans cet espoir, n'est-ce pas, qu'incarne Maurice Kamto, du point de vue de ses compétences, du point de vue de cette compétence comportementale dont il fait montre, parce que c'est quelque chose qui le distingue littéralement dans cette classe politique camerounaise qui apparaît comme complètement pourrie. Donc la rupture avec cet ordre vital, n'est-ce pas, me semble compromis à partir du moment où cette candidature ne serait pas validée. Donc, pour me résumer, je dois dire que le Cameroun d'aujourd'hui ne peut pas se donner le luxe, n'est-ce pas, de se passer de cette personnalité, de se passer de ce qu'il incarne, notamment la capacité qu'il a pu afficher dans la manière dont il s'est présenté politiquement, à échanger, n'est-ce pas, à cette compatibilité visible, politique visible qui pourrait exister entre le positionnement qu'il a et la partie anglophone du pays. Il apparaît comme le personnage le plus à même d'ouvrir avec nos frères anglophones un vrai dialogue. En même temps, le régime Biya apparaît dans cette perspective comme un véritable repoussoir, parce qu'on a vu qu'ils se sont retrouvés en situation de panne intellectuelle quand il fallait poser ce problème et y apporter une solution. Quand on imagine également le Cameroun de demain, on pense que l'une des ressources précieuses auxquelles devrait pouvoir faire recours ce pays-là, c'est sa diaspora. Maurice Kamto, sur ce champ-là, a pu démontrer qu'il avait proposé à cette diaspora quelque chose d'extrêmement intéressant, et cette diaspora s'est montrée visiblement disposée à l'accompagner dans cette démarche-là, donc et à apporter ce sang neuf, cette énergie-là à ce pays. Et Dieu seul sait combien la diaspora camerounaise est implantée et puissante et, dans ce monde-ci. Donc, en résumé, je dirais que priver Maurice Kamto, priver le Cameroun, n'est-ce pas, de ce qu'incarne Maurice Kamto, le mot paraîtrait un peu plus fort, mais c'est un crime.
contre la démocratie, c'est un crime contre le peuple camerounais, c'est pour moi un crime contre le Cameroun. Je vous remercie. Voilà. OK. Merci, Maître Amédée, pour cette première intervention. Un crime contre le Cameroun, un crime contre la démocratie camerounaise. Alors, professeur Moïse, comment expliquez-vous le fait que cette candidature ait été recalée? Est-ce que c'est par peur que le régime de Yaoundé l'a fait face à un adversaire qui apparaît comme étant structuré, comme étant déterminé? Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir a littéralement choisi les adversaires avec lesquels il veut aller à cette élection présidentielle, professeur? Bien, en tout cas, c'est l'impression que chacun peut avoir. Parce que je veux garder la posture d'un juriste, n'est-ce pas, assez responsable pour ne pas dire que Elekam est complètement sorti de sa mission. Mais je dis, c'est l'impression qui se dégage parce que par rapport au motif qui a justifié le rejet tel qu'il a été notifié au professeur Maurice Kamto, le motif retenu, c'est la multiplicité d'investiture par le Manidem. Alors, lorsqu'on a regardé, lorsqu'on a scruté la liste des candidats telle qu'elle a été publiée par Elekam, mais on a bien constaté que 5 partis avaient des candidatures multiples. Je dis sous réserve justement de la validité, n'est-ce pas, des investitures en question. Mais je dis au regard du tableau, on pouvait constater que le RDPC avait 2 candidats, Univers en avait également 2, l'UPC en avait 4, le Manidem en avait 2, le MPCN en avait 2 également. Donc vous comprenez que sur les 5 partis, il y a quand même 2 qui ont réussi à passer entre les mailles du tamis, parce que justement, au niveau du RDPC et de l'Univers, Elekam a réussi à faire un choix, n'est-ce pas, en désignant l'un des candidats au détriment de l'autre. Alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait, s'agissant également du Manidem, s'agissant également de l'UPC ou bien du MPCN? Voilà donc une question qui se pose parce que, comme je le disais tout à l'heure, au plan technique, on ne peut pas considérer qu'il y a une multiplicité d'investitures simplement sur le seul fait que quelqu'un s'est prévalu d'avoir été présenté par un parti. Et les CAM, comme le MINAT, comme le ministère de l'administration territoriale, mais sont des administrations, n'est-ce pas, ampliataires des modifications, n'est-ce pas, intervenant au sein des partis. Ça veut dire que déjà à la création, la loi de 1990 sur les partis politiques prévoit bien que le dossier de création est acheminé à l'administration. Vous voyez, et généralement, les partis politiques sont reconnus par un arrêté, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale. Et cet arrêté n'est pris qu'après examen du dossier soumis par le parti, lequel dossier comporte les statuts et le statut et éventuellement le règlement intérieur initial. Alors, lorsque maintenant ces documents sont modifiés avec le temps, n'est-ce pas, à la faveur de la tenue des congrès, des conventions, des assemblées générales en fonction des dénominations des partis, oui, les résolutions, les modifications intervenues sont également notifiées au MINAT, n'est-ce pas, et copie est également tenue à Elekam. Donc, voilà comment les choses fonctionnent au regard, n'est-ce pas, de la loi sur les partis politiques. Donc, on ne peut pas penser que, même si Elekam n'est pas directement l'ampliataire des modifications intervenant dans les partis, le ministère de l'administration territoriale est l'interface entre Elekam et les acteurs politiques. Parce que le MINAT, assurant la tutelle des partis politiques, mais peut fournir en temps réel à Elekam toutes les informations relatives, n'est-ce pas, au statut des partis. Et donc, à partir de là, vous comprenez que devant la dualité de candidature supposée émanant du Manidem, Elekam, quoique travaillant de manière non contradictoire, aurait bien pu demander la conduite à tenir au MINAT quant à savoir, en l'état actuel, au jour de l'investiture, quel était le représentant officiel du Manidem. Et alors, ayant donc cette information, Elekam aurait bien dû faire, dans le cas du Manidem, comme dans le cas du RDPC, et donc valider naturellement la candidature du professeur Kamto, parce que en l'état actuel des informations, n'est-ce pas, que l'on peut avoir, des correspondances
des échanges épistolaires entre entre le MINAT et le Manidem, entre Elegam et le Manidem, au regard même des vidéogrammes, n'est-ce pas, que les personnes qui sont présentées aujourd'hui comme les responsables du Manidem ont pu sortir, mais il ne fait plus aucun doute, n'est-ce pas, que le seul représentant officiel du Manidem, c'est bien le président Anissé Ekane. Et donc, à partir de là, Elegam devrait bien remarquer que l'investiture de M. Dieudonné Yebga était complètement illégale, c'était une contrefaçon, c'était un faux. Dans tous les cas, c'était une déclaration mensongère qui devrait donc commander la même posture que dans le cas du RDPC. Parce que, Anne-Valérie, je suis de ceux qui estiment que la jurisprudence UPC, dont les uns et les autres se sont prévalus pendant tout ce temps pour dire que dès lors qu'un parti a présenté plusieurs candidats, c'est le rejet de toutes les candidatures, c'est une jurisprudence qui est inappropriée. Elle n'est pas compatible avec la théorie des droits fondamentaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le droit de vote et le droit de candidater sont des droits fondamentaux. Et donc, devant chaque situation ambiguë, mais la solution appropriée n'est pas de frustrer l'exercice d'un droit fondamental, mais plutôt de retenir l'interprétation, la solution qui permette au droit d'être mis en œuvre. Vous comprenez? Et donc, par rapport à ça, la solution du rejet systématique est contraire, je dis complètement contraire à la théorie des droits fondamentaux, parce qu'elle navigue à contre-courant de la théorie applicable en cette matière, qui commande plutôt d'opérer un tri qui favorise justement l'exercice, la jouissance et l'exercice du droit fondamental. Donc la solution, c'était d'opérer un choix et l'ECAM avait les moyens de le faire, éventuellement en puisant dans ses propres données, mais aussi en cas de besoin, en sollicitant, n'est-ce pas, le concours du ministère de l'administration territoriale, qui est l'interface, n'est-ce pas, qui est l'interface entre l'ECAM et les partis politiques et qui est justement l'ampliataire de toutes les modifications intervenant au sein des partis politiques. Donc, vous voyez qu'au regard de ce traitement discriminatoire, où on peut agréer, n'est-ce pas, certaines candidatures des autres partis ayant présenté plusieurs candidats, en rejetant systématiquement les dossiers des autres partis, il y a donc un deux poids deux mesures inacceptable, n'est-ce pas, qui est une rupture du principe d'égalité, n'est-ce pas, qui est pourtant contenu dans la Constitution. Et comme mon ami le maître Amédée disait tout à l'heure, c'est un crime contre la démocratie parce que la démocratie va aussi avec la promotion des droits fondamentaux. Donc, si on doit adopter une interprétation qui navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux, mais vous comprenez pourquoi, justement, Maître Touko disait tout à l'heure que c'est un crime contre la démocratie, parce que l'option prise par Elegam, n'est-ce pas, d'invalider toutes les candidatures sans donner la possibilité au droit de candidater, n'est-ce pas, de se mettre en valeur, n'est-ce pas, navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux. Et c'est en ça, justement, que l'on a l'impression que Elegam, n'est-ce pas, se montre complice du RDPC, parce que vous voyez que le candidat qui a été le plus managé, c'est bien le chef de l'État sortant. C'est bien le chef de l'État sortant, n'est-ce pas, qui a été pourtant challengé par un autre compatriote qui ne manque pas d'arguments. Mais vous voyez que rapidement, on a vite fait de valider la candidature de Paul Biya en sacrifiant justement celle de l'homme que tout le monde redoute. Et justement, c'est parce que le professeur Kamto fait peur. Le professeur Kamto fait peur. On avait, le président sortant a dit que le MRC était un petit parti politique. Alors, il a aujourd'hui démissionné du MRC, il va dans le Manidem, que l'on a souvent aussi considéré comme un petit parti politique. Mais vous comprenez que même la migration intervenue entre-temps n'a pas émoussé la frayeur que Kamto suscite. Et voyons, on continue de le traquer, même dans son dernier refuge actuellement. Preuve justement que le professeur Kamto fait peur. Depuis l'élection présidentielle 2018, je crois que le professeur Kamto a continué à animer le landerneau, à tenir très haut le landerneau politique camerounais avec les débats. Il ne s'est jamais fatigué, n'est-ce pas? Il a continué à travailler à l'éducation des masses, à l'éveil des consciences, à une prise de conscience politique plus forte. Et justement, le régime sent très bien que ce travail du professeur Kamto a pris et il se présentant aujourd'hui comme l'homme politique le plus légitime, le candidat du peuple. Vous comprenez que si sa candidature fait peur, mais je continue d'être optimiste en pensant que cette candidature va être réhabilitée au regard justement de la faiblesse du motif qui a été mis en avant pour l'écarter. Le principe d'égalité commande,
qu'à égalité de situation, on ait le même traitement. Et donc, il n'est pas admissible que le RDPC avec 2 candidats, on ait pu valider une des candidatures au détriment de l'autre et qu'au niveau du Manidem, on ait opéré différemment. Non, on doit, parmi les principes démocratiques, c'est aussi le traitement égalitaire, l'absence de toute discrimination. Alors là, c'est un traitement discriminatoire qui est incompatible avec les principes démocratiques. Et je pense que le Conseil constitutionnel saura rectifier cette bourde de l'ELECAM, n'est-ce pas, pour permettre justement au peuple camerounais d'exprimer, n'est-ce pas, son choix porté sur l'homme le plus légitime de l'heure, qui n'est rien d'autre que le professeur Maurice Kamto. Merci. Merci aussi à vous, professeur. Alors, Maître Amédée, le professeur vient de parler de traitement discriminatoire, 2 poids, 2 mesures, la rupture du principe de l'égalité. Comment est-ce que les Camerounais doivent comprendre donc ce que l'ELECAM vient de faire? Est-ce que c'est la fin pour les Camerounais du processus démocratique ou un signal qu'il est temps que le peuple reprenne les choses en main? Je pense que ce qui vient de se passer est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose de très grave parce que on a vu, je l'ai indiqué tout à l'heure, comment dès le dépôt de candidature du professeur Maurice Kamto, on a vu autour de cette candidature un certain nombre de personnalités, notamment les ministres du pouvoir, échafauder un certain nombre de scénarios, n'est-ce pas, d'agoutis juridiques par lesquels ils pensaient pouvoir attaquer cette candidature. On avait parlé tantôt de l'irrégularité tirée d'une légalisation qui ne serait pas conforme. Puis ils ont parlé, ils ont évoqué un autre aspect, je sais plus, rappelle-le-moi, Moïse. En fait, c'était la question de la démission, n'est-ce pas? Après, le professeur Kamto, président, le parti devait attendre que le gouverneur agrée le ministère de l'administration territoriale, une fausse idée. Voilà. Vraiment une idée absolument farfelue. Puis finalement, ils ont retenu donc ce qu'ils ont appelé la double investiture, qui, de mon point de vue, est quelque chose d'extrêmement simple. Sur le plan technique, c'est le scénario le plus simple, n'est-ce pas, qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, que le candidat Maurice Kamto et le Manidem devraient pouvoir retrouver. Historiquement, il faut dire que le rejet des candidatures, des doubles investitures a souvent été utilisé par le pouvoir pour se débarrasser des partis dits insoumis. On a vu ça avec l'UPC, c'est la stratégie qui a été historiquement utilisée pour fragiliser l'UPC, pour fractionner l'UPC, pour la sortir, n'est-ce pas, pour le sortir du jeu institutionnel. On voit comment n'est-ce pas, ils tentent de reproduire ce stratagème aujourd'hui. Et il faut donc s'interroger sur la base légale, sur la base à partir de laquelle, sur l'élément à partir duquel ils fondent cette décision-là. Parce que j'ai cherché dans la loi, je ne vois pas l'élément légal qui permettrait au Conseil électoral de rejeter la candidature, n'est-ce pas, d'un parti, ou les 2 candidatures d'un parti de rejeter des candidatures sous le prétexte d'une double investiture. Dans le cas d'espèce, on sait que l'ELECAM a une base d'information qui leur permet de travailler, notamment depuis les inscriptions sur les listes électorales, parce que les partis politiques sont concernés, sont associés, sont conviés, n'est-ce pas, à cette mission-là. Et l'ELECAM a cette base-là qui lui permettrait d'arbitrer très rapidement ce genre de contentieux. Et cette base est à jour. On sait que, n'est-ce pas, pour avoir eu accès à un certain nombre d'informations, qu'il y a quelques semaines encore, l'ELECAM avait convoqué
le Manidem, à travers son président qui est Ekane Anissé, pour assister à des travaux. C'est documenté, c'est tracé. Je pense que sur la base de ces informations, Elecam devrait pouvoir faire très rapidement un tri à son niveau, notamment en qualifiant les candidats qui apparaissent comme évidemment comme les plus légitimes et légaux, n'est-ce pas, du point de vue de la loi, du point de vue, n'est-ce pas, institutionnel. Mais Elecam ne l'a pas fait. Elecam ne le fait pas parce que c'est la décision la moins grave. D'autant qu'il y a un recours qui est ouvert, n'est-ce pas, au candidat qui prétendrait qu'il a été injustement disqualifié par Elecam. Recours, n'est-ce pas, devant le Conseil constitutionnel. Mais Elecam a choisi de ne pas le faire, a choisi de renvoyer les deux affaires devant le Conseil constitutionnel. On peut espérer, et je ne sais pas comment il en serait autrement. Sur le plan du droit, je ne vois aucune autre issue légale que d'examiner de manière sérieuse le recours du Manidem et d'y faire droit. On a pu relever qu'il y avait un certain nombre d'arguments, qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient, de ce point de vue, assez clairs, assez probants. Ceci supposerait donc il faut s'attendre dans cette hypothèse à ce que M. Dieudonné Ebga fasse également un recours devant le Conseil constitutionnel. Ça, c'est prévisible. Sinon, le Conseil constitutionnel devrait pouvoir statuer sur la seule base, n'est-ce pas, du recours qu'aura effectué, n'est-ce pas, le candidat Maurice Kamto. Donc, on aura à ce niveau-là une confrontation, n'est-ce pas, des deux points de vue, et je n'ai pas de doute que jaillira la vérité et laquelle devrait pouvoir conduit à la validation de la candidature de Maurice Kamto. Voilà. Maître, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est peut-être probable que Monsieur Yebga aussi fasse recours. Et dans le cas alors où le professeur Maurice Kamto, le Manidem, à travers le professeur Maurice Kamto fasse recours et que Monsieur Yebga fasse recours, alors quelle serait la suite? Moi, je pense qu'on pourrait même déjà invoquer à ce niveau une irrecevabilité de ce recours-là, parce qu'en quelle qualité ferait-il le recours? Je pense que les avocats du candidat Kamto devraient pouvoir, n'est-ce pas, in limine brandir, n'est-ce pas, la qualité à agir. Quelle qualité est-il militant du Manidem? Auquel cas qu'il prouve déjà sa qualité, n'est-ce pas, de militant à ce niveau-là. Puis, on rentrera, avant qu'on ne rentre même dans le fond, n'est-ce pas, de cette situation-là, il y a lieu véritablement de se poser in limine litis la question de sa qualité à agir dans ce contexte-là. Bon, et dans le cas, maître, tu parles de sa qualité. Quand il est allé poser sa candidature, Elecam ne s'est pas appesantir sur la qualité. On a vu ce qui s'est passé. Imaginons donc que cette forfaiture continue et que son recours soit recevable. Professeur Tinchuen, on serait où là? Maître Amédée. Oui, comme... oui, Jean-Valéry, je peux y aller ou bien c'est Maître Amédée qui va? Je vous interpelle, vous deux. Oui. Parce que tous les scénarios sont souvent possibles. Hein? Oui, non, Jean-Valéry, comme nous le disions, chaque fois qu'il y a des évolutions au sein des partis politiques, ceux-ci ont intérêt à tenir, à informer l'administration et notamment le ministère de l'administration territoriale qui, dans le cadre de ses interactions avec Elecam, peut mettre les informations actualisées.
concernant les partis à la disposition de l'ECAM pour lui permettre de faire efficacement son travail. Donc, je dis, je crois que il faut déjà dire que en cas de pluralité de candidature, le rejet, la solution de rejet, comme le disait tout à l'heure Maître Amédée, n'a aucun fondement légal. J'aime toujours revenir sur la théorie des droits fondamentaux, Jean-Valéry, pour dire que de par l'article 26 de notre Constitution, je dis bien de par l'article 26, le point 10 de notre Constitution, les seules restrictions au droit, à un droit fondamental, doivent résulter de la loi. Je dis bien doivent résulter de la loi. Et donc, on ne peut pas, sur le seul prétexte qu'un parti, ou bien que les gens se prévalent d'être investis par un parti, rejeter carrément ces candidatures. Il n'y a pas de fondement à ça. Quelle est la loi qui permet à l'ECAM de rejeter ces candidatures? Elle n'existe pas. Nous avons fait des recherches. Il n'y a pas de loi qui autorise l'ECAM à rejeter les candidatures simplement parce que le parti, enfin, deux candidats se prévalent d'être investis du même parti. Et comme je disais, les droits fondamentaux sont des droits qui doivent s'exercer naturellement. Ça veut dire que c'est l'exercice des droits fondamentaux qui est le principe. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas une restriction portée par une loi, et l'ECAM, qui est là pour la mise en œuvre du droit de vote et du droit de candidater, mais doit s'investir à ce que le droit fondamental soit exercé. Et donc, dans l'hypothèse que vous présentez, la seule solution que l'ECAM devrait faire et qui soit compatible avec la théorie des droits fondamentaux, c'est de permettre au parti qui entend aller à une élection de le faire, dès lors que les autres conditions légales, je dis bien légales, sont réunies. Or, vous ne pouvez pas, devant une situation où il y a deux candidats qui se prévalent du même parti, mais ne pas faire un examen en vous appuyant sur les données en vigueur. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas de contestation à l'intérieur d'un même parti, bon, les statuts sont une affaire privée. Vous voyez, les statuts sont une affaire privée. Et donc, l'ECAM devrait se limiter à vérifier la complétude, n'est-ce pas, des pièces qui composent le dossier et leur régularité formelle. Là, on est au niveau de l'apparence. Et parmi les pièces du dossier, on ne demande pas de fournir les statuts d'un parti. Mais à partir du moment où il y a deux personnes qui se prévalent du même parti, cela oblige l'ECAM à faire une incursion dans les textes fondamentaux du dit parti afin de déterminer quel est le dossier le plus légitime. Et parmi les éléments que devrait exploiter l'ECAM, ce sont les données disponibles au MINAT. Le MINAT a sorti une correspondance, un communiqué avant-hier pour dire que son site internet a été piraté pour y introduire le nom d'une personne mais qui n'y avait pas place. Et nous savons tout ce qui s'est fait. Le site du MINAT a été modifié pour insérer le nom de M. Dieudonné Yebga, alors que jusqu'à la clôture des dépôts de candidature, mais le nom qui était, c'était bien le nom de M. Ekane Anissé. Donc, si le nom de M. Ekane Anissé est resté jusqu'à la clôture des dépôts des investitures, c'est bien la preuve que jusqu'à ce moment-là, le seul représentant officiel du Manidem était bien M. Anissé Ekane. Et cette donnée-là aurait permis à l'ECAM, mais dans la logique de permettre l'exercice d'un droit fondamental, de discriminer entre les deux dossiers. Et donc de comprendre que le dossier Yebga est un dossier faux, est une contrefaçon, ou bien une usurpation de type parce que, n'étant plus militant du Manidem, mais il est hors de question qu'il se prévale d'une investiture du dit parti. Oui, parce que, il faut dire, hein, l'appartenance ou la démission d'un parti est libre. Et les données actuelles établissent bien que le contentieux au sein du Manidem remontait à 2017-2018. Ouais. Et le dernier congrès du Manidem s'est tenu en 2018. Et c'est après ce congrès que M. Yebga est allé devant les tribunaux et les juges de référé l'ont débouté. Et il n'y a pas eu de recours. Et depuis là, il n'y a pas eu d'autres modifications au sein du Manidem. Entre-temps, en 2020, mais on a vu M. Dieudonné Yebga participer à la campagne du PCRN à Matom. Alors, étant donné que la démission d'un parti n'a pas besoin de prendre une forme particulière, la démission peut être explicite lorsqu'elle tient dans un acte officiel, dans un acte exprès, de laquelle il ressort clairement que l'individu entend ne plus faire partie du parti. Mais la démission aussi peut être implicite.
du fait, par exemple, de la non-participation à quelque activité que ce soit du parti pendant une certaine durée. Ou alors, mais dans l'accomplissement des actes incompatibles avec la qualité de militant d'un parti. Alors, donc, vous ne pouvez pas être militant du Manidem qui est partant pour les élections législatives et municipales de 2020 et vous retrouvez dans la campagne d'un autre parti et que l'on continue à vous conseiller comme militant du Manidem. Ça, ce sont des actes implicites de démission, n'est-ce pas, qui sont connus, qui sont en train d'alimenter les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, Elecam devrait pouvoir nous dire, mais d'où est-ce qu'il a tiré, n'est-ce pas, d'où est-ce qu'elle a tiré la conviction que Dieudonné Yebga était encore du Manidem. Dans tous les cas, à partir du moment où les investitures ne portaient pas la signature de la même autorité, Elecam avait le devoir d'apprécier parmi les deux qui était le représentant légitime du Manidem et donc capable d'investir en son nom des candidats pour la présidentielle. Et en se référant donc aux données disponibles au MINAT, on aurait bien compris que M. Dieudonné Yebga n'est qu'un usurpateur, c'est un imposteur, n'est-ce pas? Et sa candidature devait être balayée. Et dans la logique de permettre justement l'exercice du droit fondamental de participer à la gestion de la chose publique exprimée par le professeur Kamto et le Manidem, donner droit à la candidature du professeur Kamto portée par le Manidem pour l'élection présidentielle. Je vais terminer en disant ceci. Jean-Valéry, vous avez demandé vraiment à quoi peut-on s'attendre à la fin de ce rejet de candidature. Déjà, bon, il faut relativiser ce rejet parce que Elecam, malgré le fait que les textes disent que c'est lui qui arrête la liste définitive, non. Elecam n'est pas l'administration qui arrête la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Donc, les résolutions d'Elecam, au plan du droit, n'équivalent en fait qu'à des recommandations. Je dis que les résolutions d'Elecam n'ont que valeur de recommandation. Parce que elles peuvent devenir des décisions s'il n'y a pas de recours contre ces résolutions-là pendant les 2 jours qui suivent leur publication. Par exemple, donc si un candidat a été rejeté et n'exerce pas de réclamation devant le Conseil constitutionnel dans les 2 jours, ce rejet-là devient définitif. Un candidat qui a été accepté, si sa candidature n'est pas attaquée pendant les 2 jours suivant la publication de cette acceptation, sa candidature, c'est à cette condition que sa candidature est définitivement validée. Mais si d'aventure, un candidat rejeté exerçait le recours devant le Conseil constitutionnel, ou alors un candidat accepté faisait l'objet de contestation, peut-être de la part d'une liste concurrente ou bien d'un adversaire quelconque, mais tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Et donc, il faut avoir le triomphe modeste pour ceux dont les candidatures ont été acceptées, ou bien ne pas se morfondre outre mesure pour ceux dont les candidatures ont été rejetées, parce qu'en réalité, la décision finale, n'est-ce pas, pour fixer les candidats effectifs à l'élection présidentielle relève pas du Conseil constitutionnel qui, justement, doit intervenir, sa décision doit intervenir d'ici le 11 août 2027. Donc, la balle est encore en jeu. La balle est pleinement en jeu. Et je pense que c'est un discours que nous avons tenu depuis hier pour essayer de calmer les ardeurs des Camerounais qui étaient vraiment à fleur de peau. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau où ils étaient prêts à exploser. Mais il fallait leur tenir le discours pour qu'ils comprennent que les actes du Conseil électoral de l'ECAM, en fait, ne sont que des recommandations et ne vont devenir décisions ou bien sont susceptibles de modification, n'est-ce pas, après le recours exercé devant le Conseil constitutionnel. Et au regard du grief, n'est-ce pas, qui a été fait pour ce qui est la candidature du professeur Kamto, nous n'avons pas de doute que justice sera rétablie et que sa candidature va être validée à la DMU. Surtout que il ne faut pas que le syndrome ivoirien ou sénégalais atteigne le Cameroun. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire, je le dis d'autorité, n'est-ce pas? Je suis allé en mission pour le compte des Nations Unies, n'est-ce pas? Dans le cadre des activités de retour à la paix, n'est-ce pas? J'étais administrateur en charge de la patrie et vous savez très bien que la crise ivoirienne n'a pas eu d'autre cause que l'obsession à rejeter, à dénier à Alassane Dramane Ouattara sa qualité d'Ivoirien pour l'empêcher de prendre part à l'élection présidentielle. Certes, il a été réhabilité plus tard par le président Laurent Gbagbo, mais la cause de la crise était celle-là, n'est-ce pas? L'obsession à dénier à quelqu'un une nationalité pour l'empêcher à aller à l'élection présidentielle. Et lorsque nous avons l'avantage
d'être au milieu des Camerounais. Je vous assure que ce que paient les Camerounais, ou bien ce que font les administrations en charge des élections, expose notre pays à une crise sérieuse. Je crois qu'il faut que les gens sachent que vraiment c'est à la faveur d'une communication intense que nous avons menée depuis hier que notre pays est resté vraiment dans la paix. Nous savons ce qui s'est passé au Sénégal. Une obsession a écarté la candidature de M. Sonko, n'est-ce pas, avec des accusations à gauche, à droite, des questions de mœurs à n'en point fini. Et vous comprenez que heureusement, la force des institutions sénégalaises a fait reculer, n'est-ce pas, le président Macky Sall qui voulait rester au pouvoir jusqu'en décembre. Et vous comprenez que le Conseil constitutionnel sénégalais, dont devrait s'inspirer le Conseil constitutionnel camerounais, mais vraiment doit exercer pleinement ses attributions pour ne pas laisser les appétits de quelques-uns exposer notre pays vraiment à une crise dont personne ne peut envisager les conséquences. Vraiment, donc, je voulais dire qu'il faut faire attention. On a les moyens de permettre de traiter ces candidatures-là de manière à les rendre compatibles avec l'état démocratique dont se revendique le Cameroun. Et l'état de démocratie, c'est de promouvoir l'exercice des droits fondamentaux et devant des situations de multiples candidatures. Et les CAM, comme le Conseil constitutionnel, ont les moyens de discriminer entre un dossier légitime et un dossier faux, un dossier mensonger, un dossier usurpé. Et nous pensons, nous avons un bon espoir que d'ici là, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel saura réparer, n'est-ce pas, l'erreur des LECAM. Merci. Micro. Excusez-moi, Maître Amédée, peut-on dire qu'au-delà de la candidature du professeur Maurice Kamto qui est recalée pour le moment, le professeur vient de nous clarifier le fait qu'au niveau des LECAM, il ne s'agit que des recommandations, mais le peuple, est-ce que ce n'est pas le courant citoyen qui est visé ou même qui est atteint? On a vu la réaction sur les réseaux sociaux des Camerounais un peu partout dans le monde. Est-ce que ce n'est pas le courant citoyen qui est visé au-delà de ça? Et comment le peuple peut-il transformer cette exclusion? Est-ce que le peuple peut la transformer? Est-ce que le peuple peut transformer cette exclusion en mobilisation? Certes, le prof a dit qu'à force de communication, la tension, hein, on va dire, la tension est en train de redescendre. Oui, avant d'y répondre, je remercie mon ami Moïse pour les développements faits tout à l'heure, en précisant que M. Yebga avait été exclu du Manidem en compagnie de 6 autres camarades. Donc, parce qu'il parlait de la perte de la qualité de militant. Dans le cas de M. Yebga, il a été exclu. C'est documenté, les actes, n'est-ce pas, existent. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas débat. Permettez-moi de revenir également sur quelque chose qu'on retrouve dans l'opinion et qui est de plus en plus agité, à savoir le fait que le MRC n'ait pas participé à l'élection en 2020. Oui, quand on voit ce qui se passe, il faut dire sans embâche, la légèreté avec laquelle ELECAM a traité, n'est-ce pas, des cas de double investiture, nous indique clairement que il lui aurait suffi, même si une candidature était présentée par le MRC ayant des élus ayant participé aux précédentes élections législatives et municipales, il aurait simplement suffi qu'un farfelu se prévale de sa qualité de militant du MRC et dépose un dossier pour qu'au regard de ce qu'on a pu voir, que les 2 dossiers du MRC soient rejetés pour double investiture. C'est ce que ça veut dire clairement. Parce que quand on se rend compte... C'est très exact, très exact. ELECAM
n'a pas fait la moindre investigation, ne s'est pas donné la moindre peine pour trancher cette histoire, que tout observateur, n'est-ce pas, de la vie politique camerounaise sait. Toute personne qui vit au Cameroun sait que le président du Maniden, c'est Ekane Anissé. On pourrait même dire, en utilisant une expression un peu en gros mots, que c'est de notoriété publique que Ekane Anissé est le président du Maniden. Donc, utiliser encore l'argument selon lequel les turpitudes de l'opposition aujourd'hui procèdent de ce que Maurice Kamto n'avait pas participé aux élections législatives et municipales de 2020, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Parce que les faits, ce que nous voyons là, est possible, quelle que soit la situation du parti. Et il faut dire, pour ceux qui me lisent, il y a à peu près 3-4 ans, j'avais décrit ce scénario au cas où le MRC aurait même des élus, parce que la qualité d'élu installe une forme de porosité, n'est-ce pas, dans le parti. C'est-à-dire qu'il se crée dans le parti une forme de corridor, n'est-ce pas, qui permettent au parti, à ces élus-là, de se mettre en relation avec les institutions. Et qui dit institution, dit un peu le pouvoir. Donc, il se crée des formes de corridors, c'est pas comme ça, qui au SDF étaient devenus des véritables corridors de la corruption, parce qu'on peut dire les choses telles que ça se présente, qui font qu'il y a une entité, un double centre de décision qui se crée. Le centre de décision tenu par des élus qui, dans le parti, représentent une certaine force, à la fois financière et politique, parce que se font élire ceux qui sont en situation, à un moment donné, du parti, enfin, ceux qui ont porté le parti sur le plan politique pendant un certain temps, donc qui ont eu le temps de s'imposer, n'est-ce pas, politiquement au sein du parti. Donc, on a constaté dans notre vie politique une forme de vulnérabilité de ces élus-là, de ces personnages-là, à travers lesquels le pouvoir politique infiltre le parti et crée, n'est-ce pas, régulièrement des scissions. Généralement, ça ne survient pas. Pourquoi? Parce que pour éviter ces problèmes, le parti se soumet littéralement à ces élus-là qui deviennent de fait, n'est-ce pas, ceux qui décident à la place du parti. C'est un peu compliqué à comprendre hein, ce que je suis en train de démontrer, parce que ça procède de quelque chose de politiquement très fin, n'est-ce pas, au regard de la connaissance qu'on peut avoir du fonctionnement de la vie politique au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir hein, l'étiolement de tous les partis politiques qui ont participé, qui sont entrés dans les institutions, en commençant par l'UNDP, le SDF, le MDR, etc. Tous ces partis se sont étiolés, se sont liquéfiés, parce que justement, il y a une forme, c'est une machine à broyer. Donc, pour me résumer, c'est pour dire que si le RDPC, si le MRC a gardé cette faim-là, cette énergie, cette niaque, c'est justement parce qu'il a trouvé le moyen de se mettre à l'abri de cet étiolement. Et pour me résumer, je dirais que ce qui se passe avec EBGA aurait bien pu se passer avec le MRC ayant des élus comme ayant participé à aux élections municipales et législatives de 2020. Il aurait suffi simplement qu'un quidam, je dis n'importe quoi, Célestin Diamène, Michel Doki, etc., en disgrâce dans le parti, se présente présente une autre candidature dissidente, ce qui occasionnerait, n'est-ce pas, ce rejet.
Il faut donc souhaiter, dans le recours qui est envisagé, n'est-ce pas, auprès du Conseil constitutionnel, pour répondre à la question qui m'a été posée, que ce Conseil prenne la mesure, n'est-ce pas, de ce que devra être sa responsabilité. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Rarement, une institution ne s'est trouvée en situation de pouvoir décider de la paix sociale ou de l'instabilité durable dans le Cameroun, parce que la décision du Conseil constitutionnel de demain peut coûter au Cameroun des vies. Et ce Conseil devra donc prendre, n'est-ce pas, le pouls de ces responsabilités-là, doit prendre en compte ces responsabilités-là. Et dit finalement, parce qu'on a vu, quand on voit comment fonctionne cette institution, pour qui, n'est-ce pas, les décisions se résument en deux choses, irrecevabilité ou incompétence. Il faut dire à ce sujet que le droit n'est pas une science stupide. Le droit est une science qui doit permettre à une société comme la société camerounaise de s'organiser, qui doit permettre à une société comme la société camerounaise de vivre, de fonctionner. Le Conseil constitutionnel doit pouvoir intégrer dans sa décision à la fois la dimension juridique, qui, on vient de le démontrer tout à l'heure, est extrêmement claire, et la dimension politique, n'est-ce pas, de sa décision. Comment peut-on imaginer au Cameroun aujourd'hui l'organisation d'une élection qui exclut la force, la principale force politique de l'opposition, qui exclut le personnage qui, ces dernières années, a tenu en haleine l'opinion, a porté un certain nombre d'espoirs, n'est-ce pas, de changement dans ce pays. Comment peut-on imaginer au Cameroun aujourd'hui qu'une élection puisse se tenir sans la participation de celui-là même, et je l'ai vérifié, qui vient d'inscrire le nom du Cameroun dans un record avec Nelson Mandela et Barack Obama. Maurice Kamto a organisé hors de son pays le meeting le plus populaire. Ils ne sont que 3 à l'avoir fait dans ce monde. Il y a Nelson Mandela, il y a Barack Obama, qui a organisé, qui sont les personnalités qui ont organisé, les personnalités politiques, qui ont organisé des meetings hors de leur pays d'un tel niveau de popularité. Comment peut-on expliquer au monde qu'une telle personnalité est exclue des élections, de l'élection présidentielle dans son pays, simplement parce que par des fantaisies, par des combines politiques? Comment peut-on l'expliquer? Et il faut dire, dans le cas des autres leaders, que ce soit Nelson Mandela ou Barack Obama, ils étaient des présidents de la République. Maurice Kamto n'est pas président de la République. Il n'est qu'un leader politique, mais il a établi avec ces autres-là ce record. Comment peut-on imaginer l'exclusion d'une telle personnalité d'une élection au Cameroun? Comment peut-on l'expliquer au monde? Et je pense donc que tenter une telle forfaiture ne sera pas sans conséquence. On ne peut pas imaginer que ce soit sans conséquence. Il ne faut pas être stupide. On ne peut pas l'imaginer. Il vaut mieux prévenir, et on souhaite que le Conseil constitutionnel, qui est constitué de Camerounais également, nous espérons que comme nous autres, ils aiment aussi leur pays, qu'ils feront ce qu'il faut pour que ce pays, n'est-ce pas, se retrouve, pour que l'élection présidentielle à venir se tienne dans de très bonnes conditions. Voilà. Merci, Maître Amédée, pour ce
j'ai envie de dire, cette sonnette d'alerte ou d'alarme que tu es en train que vous êtes en train de tirer comme ça à l'endroit du peuple camerounais, ce qui m'amène à vous poser la question, professeur. On le sait, c'est le recours. Maintenant, le candidat Maurice Kamto doit effectivement se diriger vers l'hypothèse du recours. D'où cette interpellation auprès du Conseil constitutionnel. On a envie de dire que l'avenir du Cameroun est entre les mains du Conseil constitutionnel. Alors, professeur, quels sont les moyens citoyens, quelle stratégie peut être mise en place pour refuser l'inacceptable, sans toutefois vouloir sombrer dans la résignation? Le micro est fermé, prof. D'accord, ok. Je dis qu'on a l'habitude de dire que les questions de stratégie ne se divulguent pas en public. Bon, mais donc je vais simplement me limiter aux aspects purement juridiques qui découlent, n'est-ce pas, des dispositions du code électoral. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les résolutions du Conseil électoral de l'ECAM, en fait, n'ont en réalité que valeur de recommandation. Donc, ils ne vont devenir des décisions que soit que aucune contestation n'ait été élevée contre une candidature acceptée au bout des 2 jours, soit une candidature rejetée, n'est-ce pas, qu'un candidat rejeté n'ait pas fait de recours devant le Conseil constitutionnel au bout des 2 jours. Parce que si d'aventure ces recours-là étaient faits, je dis tout est remis à zéro. Aussi bien les candidatures acceptées que les candidatures rejetées. Vraiment, c'est un discours qu'il faut véhiculer pour que nos compatriotes continuent de se ressaisir. Donc, le résultat définitif de ce concours pour la présidentielle de 2025 n'interviendra qu'avec l'arrêt du Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi on doit appeler les Camerounais à la sérénité. Mais, je dis, c'est une sérénité qu'on ne peut pas garantir indéfiniment. C'est une sérénité qu'on ne peut pas garantir indéfiniment parce qu'au regard du niveau de chaleur que les Camerounais ont dégagé hier, après la publication des résultats de l'ECAM, je dis, nous avons des craintes sérieuses. Nous avons des craintes sérieuses. Et les expériences que nous avons connues en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous ont dit que malgré toutes les initiatives qui ont été développées pour paralyser certains camps, finalement, ils ont pu accéder au pouvoir. C'est Alassane Ouattara qui est bien en fonction en Côte d'Ivoire. Pendant que nous parlons, c'est bien le couple Diomaye et Sonko qui est bien en exercice de pouvoir au Sénégal. Donc, ça veut dire que les initiatives antidémocratiques, n'est-ce pas, ou bien les initiatives de mépris d'un peuple ne passent pas toujours lorsqu'un peuple est debout. Et ça n'augure pas de lendemain meilleur pour tous ceux qui auront été à la manœuvre si d'aventure l'initiative capotait et que finalement le peuple a le dessus. On ne souhaite pour personne, n'est-ce pas, d'avoir à terminer ses jours à l'étranger ou bien d'avoir à vivre, n'est-ce pas, dans un trou et d'être privé de la joie que nous avons à communier, n'est-ce pas, entre nous en tant que frères et sœurs, en tant que citoyens d'un même pays. Donc, sur le plan de la stratégie, je pense que il y a d'abord lieu de faire un recours. C'est valable pour le professeur Kamto, comme pour tous ceux dont les candidatures ont été rejetées. Donc, le recours va être fait et au regard, n'est-ce pas, des dispositions des articles 129 à 131, le recours est très simple à faire. Hein. Le recours, c'est sur simple requête, n'est-ce pas? Il n'y a aucune forme particulière qui est imposée. Ça veut dire que la requête est libre. Bon, on peut simplement supposer que la requête doit être écrite parce qu'il est quand même mentionné à l'article 130 que la requête doit quand même comporter les faits et les moyens. Ce qui suppose en amont que l'ECAM ait notifié aux différents candidats rejetés les motifs pour lesquels leur candidature a été rejetée. Nous avons vu la notification pour ce qui est du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, mais pour ce qui est des autres partis, jusqu'ici, de mon point de vue, c'est encore un blackout. Hein. J'espère que les diligences ont été faites
pour permettre à ces personnes, à ces concitoyens-là d'exercer leur recours dans les délais, parce que en matière électorale, les délais étant francs, vous comprenez que le délai, le dies aquam, hein, c'est que le jour de l'échéance de ce délai-là, c'est bien demain. C'est bien demain. Et or, vous ne pouvez pas faire de délai si vous ne savez pas ce qu'on vous reproche. Donc, et une fois que les recours seront faits, il appartiendra maintenant à Elegam, parce que le défendeur principal dans cette cause-là, c'est Elegam, mais accessoirement aussi les adversaires politiques, n'est-ce pas, qui pourraient se retrouver impliqués dans une requête particulière. Et il appartiendra donc au parti de fourbir maintenant les éléments de fond pour pouvoir faire inverser la décision, soit dans le rejet d'une candidature initialement rejetée, soit dans le sens du rétablissement d'une candidature antérieurement rejetée. Donc, c'est sur ça, sur ce point, les partis disposent, n'est-ce pas, de différents moyens, tout dépendant des griefs, n'est-ce pas, qui leur sont faits. On va parler de manière générale de ce que les partis feront, mais la loi leur offre la possibilité de faire un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai de 2 jours à compter de la publication des délibérations du Conseil constitutionnel. Et l'avantage du recours devant le Conseil constitutionnel, c'est qu'on va enfin assister à un débat contradictoire. Parce que jusqu'ici... Professeur, oui. Tu permets, je vais te couper parce que la technique m'annonce que M. Anissé Kané est là. On va le prendre et puis après, on pourra continuer après. Voilà. Donc, voilà, bienvenue sur ce plateau, Monsieur le Président du MADEM. Ça fait beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur FTC Europe TV. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà, donc sur ce plateau, nous sommes avec le professeur. J'espère que la connexion du président Voilà, président, je disais sur ce plateau, nous sommes avec le professeur Moïse Tchouène et maître Amédée Touko. Voilà. Je les connais tous les deux. Voilà, très bien. Alors, président, vous êtes le seul habilité à investir un candidat au nom du MANIDEM. Quelle est la lecture suite à la décision du Conseil électoral de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto, pourtant portée par votre parti? Non, nous ne sommes pas surpris. La candidature de Maurice Kamto avait déjà été enterrée, complètement enterrée par les autorités camerounaises. Si vous êtes sur le... Vous devez avoir les audios que nous avons de M. Ebga qui décrit toute la manœuvre, toute l'opération, y compris le piratage du titre de l'administration territoriale, parce qu'un informaticien, ancien employé de AES, de Néo. Donc, avec tout le déroulé, on savait ce qui va arriver, que l'ECAM va enlever les deux investitures faites par deux présidents du MANIDEM et que, vous voyez, le bébé au Conseil constitutionnel. Donc, on n'est pas surpris. On est seulement convaincu que au niveau du Conseil constitutionnel, oui, ils vont tenir compte du danger que peut représenter l'élimination définitive du candidat du MANIDEM, c'est tout. Et on s'y prépare sur le plan juridique, sur le plan des arguments. On a des éléments irréfutables. On a des éléments, comme je vous ai dit, qui montrent bien que c'est une opération montée avec le concours de M. Kwebo, de M. Yebga. Voilà.
danger déjà qui était déjà annoncé ici par Maître Amédée Toukou et le professeur Tin Chuen. Alors, je ne sais pas si Maître Amédée ou le professeur, vous vouliez rajouter quelque chose. Sinon, je poursuis dans ma lancée. Non, allez-y. OK. Voilà, président Ekane, vous avez reçu la notification officielle de ce rejet. Que pensez-vous du fondement juridique invoqué par le Conseil électoral, par ELECAM? Moi, je ne suis pas un professeur de droit ni un avocat. Moi, je suis un homme politique. Il fallait bien qu'il trouve une raison. La candidature de Kamto était déjà enterrée. Quelle que soit la raison évoquée par ELECAM, l'essentiel était d'enterrer cette candidature. Donc, vous savez, il pouvait sortir n'importe quel argument pour arriver à ses fins. C'est tout. Donc, en réalité, le motif évoqué sera démonté juridiquement par les avocats du candidat Manidem, mais la décision est politique, vous vous en doutez. La décision sera politique, elle ne sera pas basée sur les éléments de preuve, parce que ils n'en ont pas. Ils n'ont que du faux. Ils ont fabriqué du faux de bout en bout. Donc, le Conseil constitutionnel va prendre une décision politique, quoi qu'on dise. Les arguments juridiques seront là pour étaler au grand jour, si tente dans la candidature de Moïse Kamto, pour étaler au grand jour leur forfaiture. Mais la décision sera politique. Et c'est ce qu'on leur dit, nos médecins qui regardent très bien les conséquences d'une telle forfaiture. C'est tout. Voilà, président, vous le mentionnez bien que le Conseil constitutionnel prendra une décision politique. Est-ce que c'est une manière, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que le peuple camerounais peut être préparé à ça? Parce qu'on ose imaginer, si comme vous le dites, que tout ça a été monté de toutes pièces, on pourrait très bien aussi penser qu'en tant que décision politique, ça pourrait être une décision, voilà. Ça pourrait être une décision. Ben, j'ai dit une décision, voilà. Parce que si déjà tout a été monté de toutes pièces, ça veut dire que on pourrait s'attendre je ne sais pas quoi, à cette décision politique qui n'arrangerait pas les choses du peuple camerounais. Oui, mais l'ennemi porte au Conseil. Nous pensons que le Conseil constitutionnel n'est pas composé que de Camerounais qui manquent de bon sens. Nous leur disons, faites agir votre bon sens, votre amour du pays, pour ne pas le plonger dans le désordre. Parce que, comme vous l'imaginez, ça ne va pas arranger une grande majorité de Camerounais. Qu'on écarte un des principaux, je n'ai pas dit le principal, un des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2025, le fait qu'on écarte ne va pas ravir des millions de Camerounais. Il faut que le pouvoir de Biya, ses différents clans, tous ceux qui ont peut-être des mandats cachés, le comprennent très bien et qui mesurent les enjeux de la décision que le Conseil constitutionnel va prendre. Voilà, c'est tout ce qu'on leur dit. Le reste, on avisera. Tout dépend des Camerounais, tout dépend de comment cela va être. Nous espérons vivement, bien sûr. Vous voyez, nous, on a encore intérêt du problème dans notre pays. On veut des élections paisibles, mais justes et démocratiques. Le reste, c'est au gouvernement de choisir le bien ou le mal. Alors, Président, que vous inspire donc cette différence de traitement dont a fait face votre parti? Comme on le sait, il y a d'autres partis qui avaient 2, 3, 4 candidats. Pourquoi? Depuis hier,
Depuis hier samedi, on a écarté 70 dossiers. Mais il n'y a que la permanence du Manidem qui est encerclée par la police de gendarmerie. Ce matin, ils étaient déjà là, ils sont là. Alors, le Manidem représente un danger ou c'est le candidat Kamto qui l'a porté qui l'a investi, qui représente le danger? Il faut nous éclairer, Président. Il refuse l'entrée des journalistes. Il ne veut pas voir de journalistes. J'aurais dit qu'on doit au moins préparer notre défense, notre recours au Conseil constitutionnel. On doit faire informer les Camerounais de l'évolution de la situation. Quel est l'arrêté, l'interdiction ou bien la loi qui autorise la gendarmerie à la police à venir filtrer les entrées dans un siège de parti politique? Il n'y en a pas. Mais depuis samedi, ça depuis hier, on est encerclé, on est en état de siège, on a assiégé la permanence du Manidem. Là, je suis dans la permanence. Il y a les policiers et les gendarmes qui, toute la rue, ont bouclé toute la rue, personne ne pénètre. Alors, vous pouvez quand même rassurer le peuple camerounais, ceux-là pour qui le professeur Maurice Kamto représentait l'espoir du changement. Vous pouvez quand même rassurer que le recours sera fait. Le Manidem va faire recours. Mais il va être déposé au plus tard demain. Il y a une organisation autour des avocats du candidat. Il avait un groupe d'avocats et des avocats du Manidem qui travaillent depuis samedi, depuis hier, sur le recours. Ils travaillent d'arrache-pied. Et les éléments, on en a balancé quelques. Vous voyez que M. Yebla décrit presque mot à mot l'opération. Tout ce qui a été fait, il donne même les raisons de son acte, il donne les montants qu'on lui a donnés, il dit que l'informaticien, ils ont pu pirater le site avec la complicité du personnel du MINAT. Il dit que les membres du personnel du MINAT lui donnaient les photocopies des lettres qu'il recevait. Donc, c'est une opération de banditisme politique. Bon, j'espère qu'ils vont l'arrêter au bon moment. J'ai envie de m'adresser, Président, au professeur Tinchuen et à m'aider sur le plateau. Est-ce que ces voices ont force de loi? Est-ce que le Manidem pourrait s'appuyer sur ces voices pour, comment je peux dire ça, exposer la forfaiture du régime de Yaoundé? Maître Amédée. Oui, disons que on peut relativiser la portée juridique de ces voices-là, mais ça crée un contexte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en politique. On est en politique et le contexte dans lequel nous situons, ces voices ont l'avantage de nous situer dans un contexte extrêmement, dans une ambiance quasi criminelle, hein, parce que ce qui s'est passé autour de cette candidature, c'est pratiquement une entreprise, une organisation criminelle qui s'est mise en place, qui a été échafaudée pour exclure la candidature de Maurice Kamto. Les conditions dans lesquelles ces éléments ont été recueillis sont sujets à caution, évidemment, dont on peut penser que leur exploitation judiciaire peut être limitée. Mais, comme je l'ai dit, on est en politique et
je ne doute pas que les avocats, n'est-ce pas, en charge de la question sauraient l'utiliser d'une certaine façon pour planter, n'est-ce pas, le décor de ce qui a pu se passer. Je disais tout à l'heure que le droit n'est pas une science stupide. Les gens, le Conseil constitutionnel, quand il décidera, doit décider également en fonction de ce contexte-là. Ces éléments de contexte, de ce point de vue, sont importants, n'est-ce pas? Je pense d'ailleurs qu'il y a une dimension, je parlais de criminel tout à l'heure, il y a une dimension pénale qui pourra être envisagée, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains jours, qui contribuera à donner toute la portée à ce qui a été échafaudé, n'est-ce pas, pour tenter de disqualifier la candidature de Maurice Kamto, qui, je l'espère, sera réhabilité par le Conseil constitutionnel, parce que je ne vois pas d'autre issue, sauf si on se situe littéralement dans le contexte d'une mafia criminelle. Même les mafias essaient de soigner leur stratagème par une forme d'éthique, par une forme d'élégance. Mais là, on est dans une brutalité indicible qui ne peut pas passer, qui ne peut être acceptée par aucun être normalement constitué. Ce n'est pas possible. Je vais profiter du passage du président Ekane sur le plateau pour saluer, n'est-ce pas, le courage et n'est-ce pas, les qualités politiques dont il a fait montre dans la conduite de ce processus, de cette aventure-là. Parce qu'il faut dire que, et j'ai eu un certain nombre d'éléments, que le régime avait quasiment noyauté la quasi-totalité des partis dits représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y avait comme une forme de guet-apens qui avait été, n'est-ce pas, planté au niveau de ces partis-là pour attendre, n'est-ce pas, l'offre de Kamto. Il y en a qui ont même fait, n'est-ce pas, qui ont pris les devants, qui sont allés voir le président du MRC pour leur proposer leur parrainage. Évidemment, le jour d'après, l'information était répercutée au RDPC. Vous comprenez donc que de ce point de vue-là, le président du Manidem a fait montre de qualité morale et politique remarquable qu'il faut saluer. Je pense que l'histoire retiendra et j'espère que les prochains jours donneront davantage de volume à la démarche qui a été la sienne, notamment par la validation, enfin, de la candidature du Manidem, n'est-ce pas, à cette élection. Voilà, avant de libérer le président Ekane, professeur Tintuen, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à ces voices. Oui, alors, oui, allez-y, professeur. Professeur, on ne vous entend pas. Prof, le micro. Oui, président, je ne vais pas l'hommage que vous méritez, vraiment parce que vous avez très bien montré que vous étiez capable de sacrifier votre personne, n'est-ce pas, au profit de la patrie. Et je crois que les individus sont incapables de vous le revaloir. Il n'y a que l'histoire, il n'y a que le Très-Haut, n'est-ce pas, qui saura vraiment vous le faire. C'est-à-dire que cette capacité de sacrifice-là, c'est rare dans notre environnement actuel. C'est-à-dire qu'il faut remonter à notre histoire des années 1955-1960, vraiment pour trouver des repères qui puissent parler aussi fort dans la conscience, dans les cœurs, dans la conscience, dans le cerveau des Camerounais. Vraiment, je ne pouvais pas commencer sans vous tirer cela. J'ai frémi d'émotion lorsque Jeanne-Valérie a annoncé que vous nous rejoigniez sur ce panel. Et pour moi, c'est un privilège énorme de partager cette émission vraiment à vos côtés, même si cela se fait en distanciel. Alors, pour revenir à la question de l'exploitation des données, alors, je crois que Maître Touko l'a dit, hein, au plan strictement juridique, ces audios ont une valeur très relative. C'est-à-dire qu'à la limite, ils peuvent servir simplement de simple renseignement. Mais la force probatoire qui est régulièrement attachée
aux actes de justice, aux actes de procédure, ne leur sera pas pleinement conférée. Mais la nature du procès commande que l'on ne néglige pas ces éléments-là. Parce que au-delà de l'audio de M. Yebga que tout le monde est en train d'écouter ces jours-ci, mais il y a le vidéogramme, n'est-ce pas, qui a été produit par M. Mevoa, n'est-ce pas, dans lequel il confesse n'être ni de près ni de loin associé à l'opération d'affichage de son nom sur le site du MINAT. Et donc, quand on dit que les juges statuent d'après la loi et leur conscience, en fait, cette conscience-là est bâtie sur un ensemble de considérations dont on ne peut pas faire l'économie, par exemple, des éléments de renseignement comme ceux-là. Nous sommes dans un environnement politique et même si ces audios-là n'ont pas une force probatoire directe, ce sont quand même des déterminants pour construire, n'est-ce pas, la religion du juge. Mais surtout, je voulais dire que le MINAT est généralement parti au recours devant le Conseil constitutionnel. Et donc, au-delà des vidéogrammes, au-delà des audios, mais le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué, je crois au soir du vendredi, mais dans lequel il reconnaît que le site de son ministère a été piraté pour y insérer le nom d'une personne qui n'avait aucun fondement légal pour y être. Je crois que c'est un témoignage déterminant. Alors, si le MINAT, qui est l'interface entre les partis politiques et l'État, n'est-ce pas, pour confirmer le contenu de ce communiqué, mais je crois que c'est un élément décisoire déterminant. C'est un élément décisoire extrêmement déterminant. Donc, au-delà des audios et des vidéos, mais c'est un acte administratif qui n'émane ni du professeur Kamto, ni du Manidem. Et cela veut dire que c'est un élément de preuve pertinent, n'est-ce pas, qui peut être opposé au MINAT. Et si l'authenticité de ce communiqué est avérée, mais cela conforte facilement la position qu'expose actuellement le professeur, le président Ekane Anissé, et justement établit corrélativement la responsabilité pénale de M. Yebga. Parce qu'un tel acte décrit, tel que décrit par le MINAT, est un acte de cybercriminalité. C'est d'abord un acte de cybercriminalité. Sa candidature, c'est des déclarations mensongères et il y a des contrefaçons. En tout cas, je crois que le moment venu, au regard des éléments qu'on aura réunis dans leur ensemble, il n'est pas exclu que l'on trouve les qualifications les plus adaptées sur le plan pénal. Mais sur le plan du contentieux qui est en préparation au niveau du Conseil constitutionnel, je dis les audios, les vidéos, mais surtout le communiqué du MINAT sont des éléments qui vont contribuer, qu'on ne peut pas mettre de côté, parce qu'ils sont utiles pour construire la religion de chacun des membres du Conseil, dans d'éliminer la candidature de M. Yebga au profit de celle du professeur Kamto. Car, comme je l'ai dit, le droit de vote ou bien la compétition politique fait partie des droits fondamentaux. Et je dis en matière de droits fondamentaux, on ne peut sanctionner qu'en présence d'une loi. Or, en l'état actuel, il n'y a aucune loi qui demande à l'ENECAM de rejeter les candidatures quand un parti a investi plus d'un. La théorie des droits fondamentaux imposant de retenir l'interprétation qui permet l'exercice du droit, je dis, et l'ENECAM se devait de comparer les deux dossiers pour ne retenir que celui qui était le plus proche de la réalité. Et personne ne doute aujourd'hui que c'était le dossier du professeur Kamto. Et cela méritait donc d'être traité au moins à la lumière de ce qui a été fait pour Univers et pour le RDPC. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce privilège que vous avez accordé d'être à côté du président Ekane. Je m'en vanterai tous ces jours-ci. Merci. Voilà, je reviens rapidement au président Ekane avant de le laisser partir. Président, quels sont vos espoirs pour voir cette décision annulée? Oui, bon, je dis merci au professeur, mais en fait, pas trop, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de la direction du parti. Ça n'a pas été facile parce que l'ambiance politique, nos différences politiques et idéologiques, les obstacles de l'administration, les obstacles même des autres candidats, on a pu les surmonter et arriver pendant des mois et des mois à travailler dans la plus grande discrétion. Il faut rendre hommage à notre candidat qui a persisté dans cette voie. Je voudrais dire aussi que
Vous savez, Eleka m'apparaît là un peu comme le cache-sexe du gouvernement. Bien sûr, parce que les vidéos là, nous sommes en train de déshabiller le gouvernement. On met à nu. Et elles sont adressées aux Camerounais spécialement. Aujourd'hui, tous les Camerounais voient que le gouvernement est composé de gangsters, d'une certaine mafia qui est capable de monter une telle opération sans vergogne, en allant chercher, exhumer un soi-disant président du Malien qui vit tranquillement à Kenlikok parce qu'on lui a proposé quelques dizaines de millions de francs. Voilà, donc, chacun prend ses responsabilités dans ce genre de problème. On est en politique, et la politique, c'est d'abord un problème de rapport de force. Il faut que le gouvernement mesure les enjeux et qu'il apprécie correctement le rapport de force. Nous sommes confiants et sereins. Nous voulons que tout se passe tranquillement. Tout dépend du gouvernement. Les espoirs, Président, que cette décision sera annulée? La logique, le bon sens milite pour qu'elle soit annulée. Mais autant on peut être responsable pour deux, mais vous n'allez pas contrôler les agissements des gens qui sont perdus. Vous voyez, un fou ne perd pas complètement tout le sens, mais il est difficilement contrôlable. Et ce régime est devenu complètement fou. Nous voulons que ça se passe bien, mais ça ne dépend pas que de nous. Voilà. Alors, Président, une dernière question. Que se passe-t-il dans le cas d'un éventuel second rejet? Vous n'allez pas quand même demander de vous dévoiler la stratégie du Malidem. On l'a dévoilé en ce moment-là au régime. Nous nous préparons à cette éventualité, très bien sûr. Et nous y préparons correctement. Vous savez, en 1955, le 13 juin, le gouvernement colonial, en interdisant l'UPC, des centaines de milliers de Camerounais sont morts à cause de cette interdiction. Des héros nationaux ont été sauvagement assassinés à cause de cette interdiction de l'UPC. Et pendant des dizaines d'années, des dizaines de décennies, peut-être pas des dizaines, un certain nombre de décennies, on a pourchassé les UPCistes des plus vieux aux plus petits. En 1976, c'était la même chose. En 1985, la direction clandestine de l'UPC à l'intérieur du pays avec Abanda. En 1986, c'était la même chose. En 1990, on était dans le groupe avec Yondo. La plus grosse sentence est allée à un UPCiste. J'ai été avec Henriette Eko, les seuls torturés dans ces arrestations de 90. Vous voyez, tout ça a construit quelque chose de fondamental dans l'esprit et la démarche des UPCistes. Les intimidations, les brimades, les tortures nous dopent. Et nous sommes dopés. Soyez-en sûrs. Voilà. Président Anissé Kane, que dites-vous donc aux Camerounais qui, depuis cette nouvelle du rejet de la candidature de Maurice Kamto, on a eu comme, je ne sais pas, les réactions, elles étaient multiples et diverses, notamment sur les réseaux sociaux, d'autres qui étaient découragés, qui se disaient déboussolés, qui se disaient déçus, d'autres qui allaient même jusqu'à dire, moi, je vais déchirer ma carte. Quel message pouvez-vous donc adresser à ce peuple camerounais qui ont salué votre geste? Qu'est-ce que vous les dites cet après-midi sur leur un proverbe zimbabwéen qui dit que la route qui mène à la vérité et à la victoire est parsemée d'embûches.
on y est. On va vers la vérité et la victoire. Tout ce qui arrive là-avant, ce sont des embûches. Il faut les surmonter. Il faut rester serein, mais mobilisé, totalement mobilisé. Le message qu'on a envoyé dans notre message après cette élimination, gros texte, c'était un no make erreur. Elle est destinée au gouvernement. Et quand dans la vie, dans notre pays, on te dit no make erreur, tout le monde comprend que la situation n'est pas facile, qu'il faut faire très attention. Voilà, mais au Camerounais, bon, il faut rester mobilisé. L'avenir de ce pays est entre nos mains. Dans tous les cas, il est entre nos mains. C'est tout ce que je leur dis. Voilà, Président Anissé Ekané, nous vous disons merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau cet après-midi, partager avec nous ces informations que le peuple camerounais attend. Sur ce, nous vous disons merci et au revoir, professeur Président Ekané. Et à bientôt. À très bientôt. À très bientôt, Président. Je vais donc me tourner vers la technique pour lui demander de nous passer ces audios. Certes, c'est un audio. Hein, on a prévu faire passer un audio justement dont parlait le président Ekané tout à l'heure. La technique, s'il vous plaît. Et c'est ça qui avait été pris en compte maintenant dans leur dossier. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Mais le problème c'est que... Non, le problème, c'est que il n'y a pas un document qui dit que après celui qu'on avait entériné Ekané comme président du parti, est-ce qu'ils doivent maintenant venir fouiller dans les textes internes d'un parti pour chercher à tout prix à invalider le candidat? C'est un jeu que si on peut retourner contre eux, aussi au RDPC, parce qu'ils n'ont même pas eu le congrès ou bien le truc qui a désigné le président. Donc je sais qu'ils peuvent inventer des trucs, mais pour moi c'est que, ok, d'abord, tu crois que l'avocat qui t'a trouvé 30 millions en 2 jours là, tu es pas sûr que c'est un gars du pouvoir? Je le connais très bien. Mais il prend 30 millions facilement comme ça, gars. Même s'il est milliardaire, 30 millions. C'est pas lui. Il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Ah, là je... Oui. Ah. Il me dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Donc je ne sais même pas qui a mis quelque chose dedans. Ah, je ok. connais une seule personne qui m'a dit que si tu me donnes l'ok, moi j'organise, c'est tout. Oui. Et puis, je vois les gens dire que j'avais retiré ma requête au tribunal pour ne pas aller à la Cour suprême. Et c'est vrai, parce que le conseil qu'on m'a donné, quand on a regardé le papier que Minat avait signé en disant que Ekané est président du comité directeur, et quand on regarde le texte du parti, on voit qu'il n'y a pas ça. Le conseil juridique me dit que mais on a mis, c'est toute la chose. Voilà, retour sur ce plateau des réactions. Professeur Tinchouet, une réaction? Le micro, il est coupé. Le micro, il est coupé. Oui, j'ai l'habitude de mesurer mon... Mais vous comprenez qu'on écoute des choses comme ça qui impliquent ceux qui sont en position de pouvoir et qui tiennent nos destins en main. Vous comprenez que la notion d'État voyou a tout son sens. Vous voyez, en fait, j'essaie souvent de comprendre ce que c'est qu'un État voyou. Et puis, ça me donne l'impression que ce manège-là ressemble à la description de ce qui correspond à un État voyou. Vraiment que les gens qui doivent tenir notre destin, qui sont censés s'employer au quotidien pour améliorer notre vie, n'est-ce pas, soient impliqués dans des actes aussi grossiers, dans de la délinquance abjecte. Vraiment, vous comprenez que ça ne peut qu'énerver des gens qui ont un minimum de vertu, un minimum d'éthique, n'est-ce pas? Que cela soit imputable à des hauts responsables politiques ou administratifs. Vraiment, c'est très désolable, c'est très déplorable et ça nous désole. C'est pourquoi, vraiment, comme citoyen, il faut rêver d'un nouveau Cameroun et je pense que les oreilles sont braquées au Conseil constitutionnel, mais vraiment,
il faut nourrir sérieusement la détermination à faire partie de ces gens le plus tôt possible afin de remettre notre pays sur les rails. Vraiment, ça nous fait honte. Vous voyez? Parce que quand nous le disons, on le dit au Cameroun, mais nous avons le malheur, moi, Tim Chouin, d'avoir une mobilité internationale. J'arrive dans des cercles où on me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays et tout ça? On vous oppose des audios comme ça. Mais vous perdez la face. C'était quelle que soit la considération qu'on vous donnait, vous êtes regardé avec d'autres yeux. Vous voyez, ça ne nous honore pas. Comment ça ne nous honore pas? Et puis, quand on a l'impression qu'on a la tête des délinquants, excusez-moi, hein, mais vraiment, on est mal à l'aise. Il faut aimer sérieusement ce pays, mais pour continuer à le servir. Vous comprenez? Mais c'est seulement parce que nous rêvons, on se dit, mais Dieu ne nous a pas créés pour d'autres destinations que notre propre pays. Mais vraiment, quand vous écoutez, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai souvent subi à l'étranger. Le jour où on retirait la CAN 2019 au Cameroun, j'étais dans une manifestation scientifique de très haut niveau au Sénégal. Vous voyez? Et comme avec le décalage horaire, nous étions en train de déjeuner pendant que le journal à la CRTV passait où l'ancien ministre de la Communication, actuellement démissionnaire et candidat à la future élection présidentielle, mais vous disiez que la CAN n'a jamais été retirée au Cameroun et tout le reste. Alors que les journalistes qui étaient mobilisés à Accra avaient déjà l'information que la CAN nous avait été retirée. Mais tout le monde me regardait bizarrement. Et on nous couvre de honte comme ça, n'est-ce pas, à des occasions où on vient avec tous les honneurs. J'étais le seul représentant de l'Afrique centrale dans cette rencontre, où je venais pour parler des choses de la CEDEAO, sans être de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez la honte? Non, vraiment, il faut mettre fin à ça. Vraiment, excusez-moi, hein, voilà. Le coup de gueule, on le comprend. Alors, Maître Amédée, des réactions par rapport à l'audio que nous venons tous d'entendre, d'où le coup de gueule du professeur. Ah ben, on ne peut être que stupéfait. Et ça renseigne de la moralité des gouvernants que nous avons, ou du moins de certains d'entre eux, bien identifiés. Il se dit que certains d'entre eux, d'ailleurs, sont des repris de justice. Ce n'est pas un secret, parce que quand on est condamné, c'est des informations connues. Quand on a dans un tel profil, et qu'on se retrouve en responsabilité, je ne veux pas dire que des gens ne peuvent pas s'amender, mais on se rend compte que dans le cas d'espèce, le profil criminel se décline dans la gestion quotidienne qu'on voit quand un ministre qui est chargé de faire respecter la loi, de favoriser l'expression des libertés, n'a pour seul langage que la privation de liberté, la brimade, en utilisant des expressions telles le moulinex, je ne sais pas si ça existe dans l'arsenal juridique, s'il y a quelque chose qui permettrait à ce qu'un ministre qui est chargé de faire respecter la loi se retrouve dans la posture de quelqu'un qui travaille essentiellement à réduire les libertés publiques, c'est quand même patent dans le cas du Cameroun. Pour revenir sur la question sur les voices, excusez-moi, je suis un peu déstabilisé parce que j'ai mon vol que je vais prendre dans quelques minutes. Je veux dire que je viens de mettre en ligne encore un autre voice dans lequel le sieur Ebga revendique, n'est-ce pas, le piratage du site internet du ministère et indique clairement qu'il a modifié des informations qui s'y trouvaient. On peut penser que c'était dans le dessein de pouvoir y introduire son nom et le nom de son soi-disant secrétaire général qui, nous le savons aujourd'hui, a fait une vidéo dans laquelle il dénonçait ces manipulations, dans lesquelles il ne se reconnaissait pas d'ailleurs. Voilà. On parlait tout à l'heure de la capacité à exploiter, juridique, à exploiter des éléments, mais cette vidéo, par contre, pourrait bien être exploitée dans le cadre de la procédure envisagée devant le Conseil constitutionnel.
Donc, pour revenir à ces voices, je suis sans voix. Je suis sans voix. Je pense que c'est l'expression d'un État qui est en pleine décomposition et absolument cet État ne survivra pas d'une disqualification de la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'aura plus les ressorts qui lui permettent de tenir, de vivre, de gouverner simplement, enfin gouverner entre guillemets tel qu'il faisait. Parce qu'une fois débranché, parce qu'il se serait débranché de la petite fibre, n'est-ce pas, sur laquelle il s'accrochait encore, cet État-là ne pourra pas survivre. Surtout que ça ajoute, à travers ces éléments qui s'amoncellent, des éléments d'ordre moraux, d'ordre éthique, qui absolument permet au grand public de comprendre la nature profonde des dirigeants qui sont ceux du Cameroun aujourd'hui et donc leur permettre les structures, n'est-ce pas, quant à aux réserves qu'ils pourraient avoir dans la dénonciation d'un certain nombre de choses, parce que ça donne une compréhension beaucoup plus large hein, de l'état d'esprit de ces gouvernants-là, de leur moralité. Et donc, de ce point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement dévastateur. Voilà. Maître Amédée, nous allons vous laisser partir parce que vous avez votre rôle. Oui, j'ai mon rôle. Merci beaucoup. Je suis déjà en retard. Je vous remercie pour cette invitation. Je dois me sauver. Vous avez remarqué que je n'étais plus avec vous là parce que je suis en train de regarder la montre. Oui. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt, maître Amédée. Alors, professeur Tinchouane, je reste sur le plateau avec vous. C'est vous qui allez conclure le mot de conclusion. C'est vous qui allez le donner cet après-midi, juste pour rappeler au peuple, à nos web auditrices et web auditeurs, ils l'ont bien entendu, rien n'est encore joué. Le président Anissé Kane l'a dit tout à l'heure, un recours sera déposé devant le Conseil constitutionnel et il a demandé aux Camerounais de rester mobilisés, vigilants, on va dire debout, car cette candidature, c'est l'avenir de la démocratie camerounaise qui est en jeu. Alors, professeur, je vous laisse donc conclure cette émission. Le micro est fermé. C'est bon, maintenant, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Non, au moment où le président Ekane nous rejoignait sur ce plateau, j'étais en train d'expliquer les vertus, n'est-ce pas, du recours devant le Conseil constitutionnel. Parce que c'est vrai, Elekam a fait son travail, mais lorsqu'on connaît la modalité par laquelle Elekam travaille, on peut aussi lui accorder le bénéfice, vous voyez, de s'être trompé de bonne foi. Vous voyez? Bon, c'est vrai qu'il y a des griefs assez sérieux parce qu'on ne peut pas comprendre ce traitement discriminatoire entre deux situations identiques. Donc, disqualifier toutes les candidatures du Manidem pour valider une candidature du NDPC en rejetant l'autre, faire la même chose pour Univers, c'est un traitement discriminatoire qui est blâmable de manière objective. Maintenant, les décisions que le Elekam a pu prendre dans divers dossiers, je l'ai dit, il y a parfois des questions de fond qu'Elekam ne pouvait pas démêler à son niveau. Parce que la modalité de son travail, c'est d'examiner les dossiers sur pièce. Ça veut dire que les candidats ne sont pas invités pour venir expliquer le contenu de leur dossier. Donc, les membres du conseil d'Elekam se fondent sur l'apparence, sur la vraisemblance. Et donc, lorsqu'un dossier leur paraît vraisemblable, ils l'acceptent. Lorsqu'un dossier ne leur paraît pas vraisemblable, ils le rejettent. Et donc, c'est pourquoi je dis, les recommandations d'Elekam sont très relatives. Parce que on peut accepter un dossier sur la base d'un élément vraisemblable, alors que la vérité se trouve ailleurs. Et donc, tel qu'en contestant, cette candidature va tomber. C'est pourquoi je dis, même ceux dont les candidatures ont été acceptées,
ils doivent avoir le triomphe modeste jusqu'à ce que les 2 jours passent d'abord et dans l'hypothèse où il y a des contestations, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit décidé. Et pour ceux également qui auront été rejetés, le rejet peut s'appuyer sur des erreurs. Par exemple, si ce qui a motivé Elegam, c'est ce qu'on a considéré jusqu'ici comme la jurisprudence UPC, qui veut que dès lors qu'il y a dualité d'investiture, qui a multiplié d'investiture, que l'on rejette. Mais Elegam doit bien se rendre compte aujourd'hui, et le Conseil constitutionnel, mais que c'est contraire à la théorie des droits de l'homme. Nous le disons d'autorité. Ce n'est pas Tim Chouin qui a élaboré la théorie des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont une notion suffisamment forte qui sont là pour être promus et non pas pour être frustrés. Et la théorie des droits de l'homme veut que, dès lors que des volontés se sont manifestées dans le sens de jouir d'un droit de l'homme, on doit pouvoir leur donner leur plein effet. Et donc, lorsqu'il y a des situations comme celle des candidatures multiples, où la loi ne permet pas à un parti d'investir 2 candidats, on doit pouvoir trouver la solution qui valide un dossier. C'est ça le droit. Donc, si c'était la jurisprudence camerounaise, il faut fermement appeler à un revirement. Les candidatures multiples ne doivent pas donner lieu à un rejet systématique. Un tamis doit être fait sur la base des critères objectifs, de manière à ce que les candidatures qui remplissent les conditions légales soit validée, au moins l'une d'elles, soit validée au nom du parti en question. C'est ce que commande la théorie des droits de l'homme. Donc, le recours devant le Conseil constitutionnel donne l'avantage maintenant d'un débat contradictoire qui va donc faire intervenir les différents protagonistes, mais surtout le MINAT et Elegam. Le MINAT et Elegam ne seront pas extérieurs au débat devant le Conseil constitutionnel. Et donc, ça permettrait de voir mieux dans chaque dossier. Et je pense que la vérité devant être étalée devant la communauté nationale, puisque d'ailleurs, les débats devant le Conseil constitutionnel sont publics et ils sont rien interdit. Je crois qu'au regard des usages en vigueur, rien n'interdit de les partager, n'est-ce pas, dans les médias et dans les forums. Et donc, le public camerounais va mieux comprendre ce qui s'est passé dans les dossiers. Et je pense que son aptitude à garder le calme ou bien à s'agiter dépendra de la part que le Conseil constitutionnel voudra bien donner à la vérité telle qu'elle sera apparue des débats devant le Conseil constitutionnel. Donc, je pense que nous rêvons tous de paix. Le droit existe. Le droit existe. Le droit n'est pas que les textes. Dans les situations où les textes n'existent pas, il y a les principes généraux en chaque domaine. Et quand je parle, par exemple, de la technique d'interprétation des situations ambiguës, chaque fois qu'on est en présence des droits de l'homme, c'est les principes généraux. Ce n'est pas un avis que Tim Chouin donne, c'est les principes généraux. Donc, on ne peut pas rejeter toutes les candidatures simplement parce que elles émanent du même parti. Non. La théorie des droits de l'homme demande qu'il soit promu et un choix doit être fait sur la base des données objectives. Et les statuts des partis sont là. Il y a les résolutions de leurs instances compétentes qui devraient permettre donc de valoriser une des candidatures. Donc, vraiment, l'exhortation que je voudrais faire en termes de mots de fin, c'est de faire savoir aux membres du Conseil constitutionnel que l'histoire de l'humanité nous rappelle. Les camps de concentration n'ont pas été ouverts par les prisonniers qui s'y trouvaient. La plupart des esclaves, n'est-ce pas, n'ont pas été libérés de leur propre chef. C'est parfois leur geôlier, c'est parfois leur maître, n'est-ce pas, qui, mus par un appel de la conscience, n'est-ce pas, ont fini par les libérer parce que le sort qu'ils leur faisaient subir n'était pas compatible avec l'humanité à laquelle eux-mêmes ils aspiraient. Donc, que cette réflexion-là, cette donnée de l'histoire, puisse leur parler dans leur cœur, puisse leur parler dans leurs âmes, dans leur esprit, afin qu'ils comprennent que le destin de ce pays est entre leurs mains. Donc, qu'ils veuillent bien entrer dans l'histoire en faisant privilégier la vérité juridique, mais surtout la volonté de faire avancer notre pays afin qu'il demeure le havre qu'on lui reconnaît jusqu'ici. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur ces mots interpellateurs du professeur Moïse Tim Chouin que nous clôturons cette émission. Professeur, merci d'avoir accepté
accepté notre invitation de cet après-midi. Merci aussi à Maître Amédée Touko qui est parti. Voilà, chers auditrices, auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, notre émission L'heure de vérité sur FCC TV Europe. Nous vous donnons rendez-vous certainement dimanche prochain à la même heure. Sur ce, portez-vous très bien.